Comme n'importe quelle technologie, elle a un début, n'est-ce pas? Elle a un début, elle a débuté vers les années 1960. Et jusqu'à maintenant, on est sur une grande amélioration. C'est clair? Et c'est la technologie et c'est son évolution qui a permis d'arriver au système informatique actuel, comme les ordinateurs, les téléphones, tout ce que vous pouvez voir. Alors, pour les technologies, on peut voir trois types de technologies. Il y a premièrement la technologie bipolaire. Deuxièmement, c'est la technologie CMOS. Troisième, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est BiCMOS. Ça veut dire c'est l'intégration des deux. On prend les avantages de la première, on prend les avantages de la deuxième, et puis on crée une autre technologie qui est toujours utilisée aujourd'hui. La technologie bipolaire, qu'est-ce qu'il utilise à votre avis? Le transistor bipolaire, n'est-ce pas? Le transistor que vous connaissez, NPN. Et cette technologie, on l'appelle aussi le TTL. Transistor logique. Le problème avec ce type de, suivez bien s'il vous plaît, le problème avec ce type de technologie, c'est qu'il a été de faible intégration. Si on parle de la densité des composants. Ça veut dire quoi faible intégration? Ça veut dire déjà un composant basé sur la technologie TTL, il est très grand. Lorsque je dis très grand, c'est à l'échelle des petits composants électroniques. Ce qui fait sur une simple puce, on ne peut pas intégrer beaucoup de choses. Ce qui fait sur cette puce, on ne peut pas avoir une grande performance. Et le fait que c'est une faible intégration, leur utilisation a été principalement limitée sur le mainframe, c'était des unités centrales très anciennes à l'époque. C'est clair? Après l'invention de la technologie CMOS, on va voir c'est quoi la technologie CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. C'est elle qui nous a ouvert le champ pour avoir une densité d'intégration beaucoup plus importante. Et c'est à partir de l'invention de cette technologie CMOS, on a pu obtenir quoi? De la mémoire, ou bien des mémoires. Et aussi, on a pu obtenir quoi? Des CPU. C'est quoi les CPU? Ce sont les Central Processing Units, ou bien les microprocesseurs, si vous voulez, qu'on les détaille comme ça. Et bien sûr, l'invention de ces mémoires, de ces CPU et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Ils vont vous donner des ordinateurs. C'est clair? Avec l'évolution de ces technologies, maintenant, on est sur le mélange ou bien la fusion entre le TTL et le CMOS. Et avec l'amélioration de ces technologies, on a pu même avoir des composants beaucoup plus minuscules. C'est ce qui nous a ouvert la voie vers ce qu'on appelle le SoC, ou bien ce sont des systèmes on chip. Ce sont les SoC. Qu'est-ce qu'un système on chip? Ça veut dire, au lieu d'avoir un circuit pour les mémoires, un autre circuit pour les CPU, un autre circuit pour ça, un autre circuit pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans une seule puce, à base de semi-conducteurs, à base de silicone, on peut intégrer tous les circuits que vous pouvez imaginer. Et ça sera d'une taille très limitée. C'est clair? De petites dimensions qui intègrent tout ce que vous pouvez imaginer en termes de mémoire, en termes de force de calcul et en termes aussi des bus de transport d'électricité. Et c'est elle, avec l'invention de SoC, on a pu arriver à la technologie télécom. Là, on a pu développer les smartphones, on a pu développer les ordinateurs, les outils de communication et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a commencé du bipolaire, qui était avec une faible intégration, chose qui ne nous permet pas de développer des choses beaucoup plus intéressantes, jusqu'à la technologie BiCMOS, qui nous a permis de faire des systèmes on chip, c'est clair, et c'est elle qui nous ouvre la voie vers les outils qu'on utilise, la technologie qu'on utilise, que ce soit mon ordinateur, vos smartphones, et tout ce que vous pouvez porter sur la vie quotidienne. Alors, soyez bien s'il vous plaît. Cette loi d'intégration, c'est clair? Ou bien cette intégration, ou bien cette densité d'intégration, elle suit une loi qu'on l'appelle
la loi de Moore. La loi de Moore, qu'est-ce qu'elle vous dit? Que sur une seule puce, généralement, si vous posez la question, les microprocesseurs, leur taille, elle est de combien? Très petite. Pourquoi, s'il vous plaît, la taille des microprocesseurs, elle est très petite? Et pourquoi ne pas créer une machine très grande? On peut dire, c'est pas vraiment de la pratique qu'on parle, mais regardez s'il vous plaît, qu'il y a une règle physique, que si vous voulez créer un système ou bien un circuit électronique, c'est clair? C'est quoi déjà la fréquence d'un ordinateur? La fréquence de votre horloge de votre ordinateur, c'est alors de combien? La fréquence d'un ordinateur, c'est de combien? La fréquence d'horloge, c'est des gigahertz. 3 gigahertz, 2 gigahertz et ainsi de suite. Si vous ouvrez votre Task Manager, vous allez voir, ce sont des gigahertz. Et il y a une règle, ça veut dire que si vous voulez monter en fréquence, vous devez diminuer en termes de taille de puce. Ce qui fait avec beaucoup de fréquences, pour avoir une rapidité de calcul, une rapidité de traitement, ben, on n'a pas le choix que de minimiser la taille. C'est clair? Mais le problème, c'est que si on minimise la taille, qu'est-ce qu'on peut mettre ici dans ces petits circuits-là? Là, c'est dans ce petit circuit qui peut être 1 cm sur 1 cm, vous devez avoir toute la mémoire, tous les microprocesseurs, tous les bus, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qui fait des milliards et des milliards de transistors. C'est clair? Le transistor qu'on étudie, un seul transistor, bien sûr, dans l'entrée et la sortie, on utilise la saturation et ainsi de suite. Dans une technologie numérique, il y en a des milliards. Et pour pouvoir arriver à ça, ce n'était pas possible avec la technologie TTL. Il fallait passer à la technologie CMOS. Et la technologie qui nous a permis de faire ces intégrations, elle s'appelle la loi de Moore. Ça veut dire que le nombre de transistors qu'on peut intégrer sur une seule puce double chaque 18 mois. Avec les avancées technologiques, c'est un ingénieur qui a fait une prévision disant que si on suit cette évolution, le nombre de transistors qu'on peut mettre sur une simple puce de 1 cm peut-être sur 1 cm, ça sera chaque 18 mois le double. Si aujourd'hui c'est 1 million de transistors, après 18 mois ça sera 2 millions. Après 18 mois, ça sera 2 millions. Et c'est ce qui explique qu'à chaque fois, vous avez une autre version de processeur. Le i3, le i5, le i7, le i9, et peut-être après 18 mois, on aura une autre version. C'est clair, s'il vous plaît? Comment? Bien sûr, à un moment donné, on va tomber dans la saturation. Là, c'est linéaire. Mais à un moment, on ne peut plus avancer. On ne peut plus intégrer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire un transistor d'une taille beaucoup plus faible. Et c'est là où on s'est penché actuellement pour chercher d'autres solutions, qui est la mécanique quantique, faire des ordinateurs quantiques, ou bien des processeurs quantiques, ou bien biologiques. Parce qu'on sait qu'à un certain moment, on ne peut plus doubler, on ne peut plus diminuer la taille de nos composants. C'est clair? Voilà. S'il vous plaît. Alors, la loi de Moore, ce n'est pas vraiment une loi, mais c'est une prévision. C'est un ingénieur qui a dit que à ce rythme, on va doubler. Mais à un moment donné, on va stopper, on va cesser. Ça, c'était une brève introduction avant d'entamer la première partie qui est les technologies des circuits logiques. Alors, quelles sont les technologies qu'on a vues? Il y en a 3. Le TTL, le CMOS et l'intégration des deux. Dans notre cours, oui. Comment? La cour des processeurs au fil du temps. Ça fait pas une référence de physique X. Une référence à la courbe des nombres. Non, pas vraiment, parce que c'est pas une loi mathématique. Non, c'est pas une loi mathématique, non. Juste la forme que elle est proportionnelle actuellement, mais à un moment donné, on sait tous que on sera dans la saturation. Donc, c'est pas mathématique. C'est juste une prévision. Alors, suivez bien.
Maintenant, on est sur la technologie des circuits logiques. Et on a dit que généralement, il en existe plusieurs technologies. Les plus connues, ce sont le TTL et le CMOS. Et l'intégration du TTL plus le CMOS, d'accord? TTL, ça va être la technologie bipolaire, avec les transistors bipolaires que vous connaissez. Ça nous donne le bi-CMOS. C'est toujours utilisé cette technologie. Le TTL aussi, il est toujours utilisé. Le CMOS, il est toujours utilisé. Chacun aura des avantages, chacun aura des inconvénients. Je peux vous donner ici un aperçu, mais après, on va comprendre pourquoi. Si je parle de la technologie TTL, les avantages, d'accord? Je vais faire ici les avantages avec un plus, c'est la vitesse. Il est très rapide. Les inconvénients, c'est la consommation d'énergie. Elle consomme l'énergie d'une manière incroyable par rapport au CMOS. C'est clair? C'est la consommation d'énergie. Et bien sûr, actuellement, puisqu'on fait des processeurs performants, des systèmes électroniques performants, c'est généralement le CMOS. Ce qui fait que la technologie CMOS, c'est totalement l'inverse. Son inconvénient, ça sera quoi? Elle est lente. Lente par rapport au TTL, mais elle est rapide. Et bien sûr, son avantage, c'est qu'elle est économique en termes, voilà, économique en termes d'énergie. Alors, pour bénéficier des deux, on a inventé quoi? Le bi-CMOS. Le bi-CMOS qui fait, il sera à la fois rapide et il sera à la fois moins consommant en termes d'énergie. C'est clair ici? Très bien. Et lorsque je parle de ces technologies, c'est vraiment très minuscule, très minuscule. Alors, si je vois un peu un circuit numérique, qu'est-ce qu'un circuit numérique? Alors, un circuit numérique, tout simplement, il dépend de ce que vous voulez à la fin. Soit vous voulez un circuit numérique flexible, vous voulez un circuit numérique rapide, vous voulez un circuit numérique dans le time to market, ça veut dire au moment de l'idée jusqu'à sa production ou bien sa réalisation, elle est courte. Ça vous donne quel circuit numérique ou bien quelle famille de circuits numériques vous devez choisir. C'est clair? Ainsi, il va y avoir des circuits numériques ou bien des solutions qui sont, on dit, software, purement software. L'avantage des solutions software, c'est quoi? Comme par exemple un microcontrôleur. Un microcontrôleur, c'est quoi? C'est un circuit numérique qui prend à l'entrée, c'est quoi? Que vous allez le programmer par, qu'il a des capteurs, bien sûr. Et à la sortie, attends, il aura des capteurs à l'entrée et sa sortie, il y aura des actionneurs. Par exemple, les capteurs, c'est quoi? Un exemple de capteur. Un bouton poussoir, c'est un capteur. Le microphone, c'est un capteur. C'est clair? N'importe quelle chose qui permet de transformer l'information de l'extérieur vers le circuit numérique. Et il va nous donner quoi? À la sortie, il va y avoir des actionneurs. Comme par exemple une lampe, un écran, un haut-parleur. Et la relation entre les capteurs et les actionneurs, elle sera régie par quoi? Par le code en C++ avec lequel, C++, Python comme vous voulez, avec lequel vous les fonctionnez. Ça veut dire que si vous réalisez quelque chose en utilisant un microcontrôleur, comment modifier le fonctionnement ou bien la relation entre les capteurs et les actionneurs? En modifiant tout simplement le code. Ça donne que cette solution, c'est une solution flexible et évolutive. À chaque fois, vous pouvez la modifier, l'améliorer, la changer sans aucun problème. Ça, c'est la première partie, on peut dire, des circuits numériques. Quand on les appelle, ce sont des circuits numériques à fonction comment? Programmable. C'est clair? Maintenant, il y a aussi des solutions qui sont comment? Hardware. Ça veut dire quoi hardware?
j'ai des capteurs, j'ai des actionneurs. La relation, elle peut être soit un programme, mais la relation peut être soit un circuit électronique. Vous créez une relation entre les capteurs et les actionneurs, mais électroniquement, avec des circuits, des câbles et ainsi de suite. Maintenant, pour modifier ça, est-ce que ça sera simple? Non, parce que un circuit, pour modifier sa fonctionnalité, tu dois faire un autre circuit. Mais ça sera quoi l'avantage? Ça sera la rapidité, parce qu'avec un programme, le programme nécessite la compilation, il va être exécuté ligne par ligne, ça dépend de la rapidité des microprocesseurs et ainsi de suite. Mais avec un circuit, non. Je clique, le résultat il sera affiché instantanément à la vitesse de la propagation de l'électricité sur les câbles. C'est clair? Mais il est non flexible, non évolutif. Et parmi ces circuits, on parle des circuits ASIC ou bien Application Specific Integrated Circuits. Ou bien ce sont des circuits intégrés à des applications spécifiques. Pourquoi on dit spécifique? Parce que il a été créé pour ça. Tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Mais le microcontrôleur, il a été créé, mais tu peux l'utiliser pour n'importe quelle chose. Il n'est pas spécifique, il est standard, il est général. C'est clair? Ce qui fait, ça c'est flexible, c'est ça leur avantage. Et là, c'est rapide. Il ne faut pas confondre ça avec les technologies. Mais avec les technologies, on crée les circuits numériques. Très bien. Dans des systèmes complexes, qu'est-ce qu'il y a? La combinaison entre quoi et quoi? Entre le software et le hardware. Ce sont des architectures programmables. C'est clair, on ne va pas parler de ça première pour le moment, mais ça, ce sont le hardware plus le software. Ça nous donne à la fois la rapidité, ça nous donne à la fois la flexibilité. Et il y a aussi les circuits logiques standards, vous pouvez les imaginer comme aussi hardware. Ça, c'est hardware, ça, c'est hardware, ça, c'est quoi? Software, et ça, c'est hardware plus le software. C'est quoi l'avantage des hardware? Toujours. Une architecture ou bien un circuit numérique purement hardware, il est rapide, mais il n'est pas flexible. Une architecture purement software, elle est comment? Lente. Pourquoi? Parce que le programme, pour son exécution, il nécessite beaucoup de temps dans l'exécution, parce qu'il s'exécute instruction par instruction. C'est clair? Généralement. Et il y a une architecture qui combine les deux, qui est peut-être les FPGA, les PLD. Ce sont des hardware qu'on peut les programmer d'une manière software. Je vous donne un exemple. Actuellement, regardez. Actuellement, pour créer un microprocesseur, qu'est-ce qu'on utilise? Moi, je suis une société, une entreprise qui veut créer un microcontrôleur. C'est clair? Il y a une entreprise qui s'appelle peut-être ARM, on va parler de ça par la suite, qui vend le schéma, ou bien ce qu'on appelle le softcore, un processeur sous forme de logiciel, que vous allez l'acheter et programmer votre matériel avec le processeur développé par une autre entreprise. Ce qui fait, en faisant ça, votre circuit devient un microprocesseur. Ce qui fait, à la fin, vous obtenez quoi? Un hardware. Mais sur la base de quoi? D'un software. C'est ça le mélange entre les deux. C'est clair? Et ce qui permet de faire ça, ce sont les FPGA. Field Programmable Gate Array. Ce sont des portes logiques programmables. Field Programmable Gate Array. Ce sont des portes logiques programmables. Bien sûr, on ne va pas entrer dans ces détails parce que ça nécessite uniquement un module pour étudier les FPGA. Mais j'aimerais que vous voyez les choses. Les circuits numériques, il y en a plusieurs. Il y en a ceux purement software, purement hardware. Il y a la combinaison entre les deux. C'est clair ici? Lorsqu'on dit quelque chose software, c'est que pour fonctionner, pour qu'elle réalise ce qu'on attend d'elle, elle doit être programmée par un programme, Python, C++, et les logiciels que vous connaissez. Les autres hardware, ils ne nécessitent pas la programmation. Ce sont des circuits électroniques comme on les a étudiés. Transistors, diodes,
et ainsi de suite. Ça, c'est la panoplie des circuits numériques qui existent. Alors, on avance. On a vu c'est quoi les différents circuits électroniques qui existent. Maintenant, leurs boîtiers, généralement, vous les avez déjà vus. Si vous ouvrez peut-être n'importe quelle machine ou bien n'importe quelle carte mère, vous allez voir des composants similaires à ça. Et ça, vous devez les comprendre. Il existe plusieurs types de boîtiers de circuits numériques. Qu'est-ce qu'on veut dire avec les boîtiers? C'est le PVC ou bien le plastique qui protège. Qu'est-ce qui va protéger à l'intérieur? Le circuit ou bien la puce en silicone, généralement qui sera une puce en silicone, ou bien les transistors qui sont à l'intérieur. Il y a les circuits plats, d'après leur nom, il est plat, et peut être bien sûr soudé sur la surface. Il a une très faible épaisseur, et il va être soudé à côté des composants aussi qui seront plats. Il y a le boîtier DIP, ou bien DIP, qu'on l'appelle Dual Inline. Ça veut dire quoi? Que c'est un composant qui aura une ligne ici et une autre ligne dans l'autre côté. DIP, ça veut dire Dual In Package. Ça veut dire un paquet avec deux branches, deux listes de branches, ou bien Dual Inline, une ligne de branches. C'est clair? Ce qui fait, on peut avoir aussi un SIP ou bien SIL, Single Inline ou bien Single In Package. C'est comme ça. Il aura uniquement une seule ligne, non pas les deux. Il y aura le boîtier SO, c'est Small Outlines. C'est clair? Ils sont très très fines, ils sont très rapprochés l'une de l'autre. Et ça vous rappelle de quoi ça? C'est avec ça qu'on crée les microprocesseurs. Ça ressemble à ça. Ce sont les boîtiers Pin Grid Array. Au lieu que les branches seront dans les extrémités, ils seront de l'intérieur. Ils vont sortir de l'intérieur. Là, c'est juste des détails pour connaître les différents types de boîtiers. Et si vous voyez les boîtiers, chaque boîtier aura bien sûr une spécificité sur quel type on peut dire, de carte il va être placé, à côté de quel composant il sera placé. C'est ce qui nous donne ces différents boîtiers pour les différents circuits. Alors regardez, pour la classification des circuits logiques, ils sont intégrés suivant ou bien selon l'une des classes suivantes. Et ça dépend de leur utilisation. On appelle ou bien on parle de SSI ou bien Small Scale Integration. C'est clair? Lorsqu'on parle d'un nombre de composants, de transistors qu'on a étudiés sur le millimètre carré, ça veut dire sur une petite puce de 1 mm sur 1 mm. Si le nombre de composants ici il est inférieur à 12, on parle là de SSI ou bien Small Scale Integration, et ça ressemble généralement de portes logiques que vous avez étudiées. Les portes AND, OR, NOT, et ainsi de suite. C'est bon? Et comment ils vont être vendus? Ils vont être vendus comme suit. Et vous allez me dire que là, c'est très grand. Ce n'est pas 1 mm sur 1 mm. Parce que vous devez connaître que le circuit, il est vraiment ici. Et entre là et les pins, on fait des câbles. Si vous voulez les voir, ils sont là. Regardez. Ça, c'est un circuit comme ça. Si vous usez un peu la surface noire, c'est ce que vous allez voir. C'est ça la puce dont je parle, de 1 mm sur 1 mm. Et ça, ce sont quoi? Ce sont les câbles vers les pins qui sont là. Tu vois? Vers les pins qui sont là. Ce qui fait le boîtier noir, c'est uniquement pour protéger. Mais la taille du composant, c'est pas ça. C'est très minuscule. La taille du boîtier ou bien la taille du composant, vraiment, elle est très minuscule à l'intérieur, protégée par le PVC noir. Il y a aussi le Medium Scale Integration lorsqu'on est inférieur à 100. Ça, ce sont pour les compteurs, les registres et les bascules, l'association des bascules. Et si maintenant on passe au Large Scale Integration, on parle des mémoires et des processeurs. Ce qui fait à la fin, les mémoires et les processeurs, c'est quoi? Ce sont des portes logiques. Et les portes logiques, c'est quoi? Ce sont des transistors. Beaucoup de transistors vous donnent les processeurs, les mémoires et toute la technologie actuelle.
Mais c'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté? C'est comment réaliser des transistors minuscules. C'est pas vraiment minuscule, à l'échelle microscopique. C'est clair? C'est ça la difficulté. Et les seules entreprises qui peuvent réaliser ça, ils sont où? En Taïwan, TSMC. C'est pour cette raison qu'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis pour contrôler, d'accord, l'île de Taïwan. Ça veut dire celui qui va le contrôler, c'est celui qui va contrôler la production de la technologie mondiale. Parce qu'ils ont des secrets, ils ont des avancées scientifiques qui leur permettent de faire quoi? Dépasser le Ultra Large Scale Integration. Ainsi avoir des circuits numériques beaucoup plus puissants. Mais la base de tout cela, ce sont les portes logiques, les transistors, ce que vous connaissez déjà. Les transistors en mode commutation, non pas en mode linéaire. C'est bon? En on-off, 1 et 0. Regardez bien, les technologies de base des circuits logiques, ils sont les suivants. TTL, CMOS, ECL et autres, et plusieurs. Le cours, il sera limité uniquement sur les deux premiers. Ça veut dire quoi TTL? Transistor logique. C'est quoi CMOS? Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ou bien on l'appelle aussi, ce sont des transistors à base d'effet de champ. C'est clair? Même fonctionnement, même logique. Alors prêtez-moi votre attention. Maintenant, on va entamer l'essentiel du cours, chose que vous aurez dans les travaux dirigés et même dans les examens. Alors, la notion logique de la numérique, c'était quoi ce que vous avez étudié? 0 et 1. Mais réellement, est-ce qu'il y a quelque chose de 0? Est-ce qu'il y a des choses 1? Lorsqu'on dit 0, c'est 0 volts. Lorsqu'on dit 1, c'est non. Généralement, ça dépend de la technologie, mais on peut dire 5 volts. Mais généralement, ça dépend de ce que vous utilisez. C'est là où on doit avoir une définition des choses. Qu'est-ce qui va être considéré pour toi comme le 1 et qu'est-ce qui va être considéré comme le 0? Et maintenant, si vous prenez pas, peut-être, regardez, une porte logique. Ça, c'est quelle porte logique? Not. Si c'est 1, ça devient 0. Si c'est 0, ça devient n'importe quelle logique. N'importe quelle porte logique. Parce que la base de la technologie, ce sont les portes logiques. Et il aura quoi? Une entrée et une sortie. Vous suivez ici? Bien. Suivez bien si vous. N'importe quelle porte logique, elle aura une entrée et une sortie. Par quoi vous allez allumer ou bien attaquer votre porte logique? Souvent, vous faites 1 ou bien 0. Mais réellement, ça sera quoi? Une tension ou bien un courant. C'est clair? Là, vous avez deux plages. C'est pour cette raison qu'on doit parler. Si vous avez la tension entre le GND, c'est généralement, c'est la masse. Le ground, c'est 0 volt, généralement. Le VCC, c'est quoi? C'est Voltage Common Collection. Généralement, on le prend comme étant 5 volts. C'est clair? Lorsque je parle de VIH min, c'est quoi? C'est VIH, regardez, c'est Voltage Input High. Ça veut dire, c'est quoi la plage de la tension en entrée qui sera considérée comme high? Ça veut dire quoi high? Ça veut dire qu'il sera considéré comme le bit 1. C'est clair? Comme le bit 1. N'importe quelle tension comprise entre le VCC et ce VIH 1000, elle sera considérée comme 1. Maintenant, ça sera quoi celle-là? VIL max, c'est quoi? Voltage input low. Et bien sûr, n'importe quelle plage de tension qui sera comprise entre combien? Entre 0 volts et au maximum cette valeur, elle sera considérée comme 0.
pour la porte logique, c'est comme si vous faites entrer 0. Disons par exemple des valeurs. Je vais prendre des valeurs quelconques. Soyez bien. Quelconques. Disons que là c'est 2. C'est pas correct. Ça c'est 3. Là c'est 0. Là c'est 5. Et je parle de l'entrée. Si par exemple je vais attaquer la porte logique par une tension de 4 volts. 4 volts, elle sera considérée comme quoi? Elle est dans quelle plage? Elle est dans cette plage. Elle sera considérée comme 1. Si je prends la même porte logique et je l'attaque par exemple par... non, ici j'ai inversé les choses. Là, ça doit être 3. Là, c'est 2. 0, 2, 3 et ainsi de suite. Si je l'attaque peut-être par 2,5, elle sera considérée comme quoi? Ni 0 ni le 1. Un état indéterminé. C'est clair? Mais si je fais par exemple de 0 à 2, ça sera considéré comme 0. De 3 à 5, ça sera considéré comme le 1. C'est clair ici? Ça, c'est pour le input. C'est clair? Regardez pour le output. Pour la sortie. La tension, bien sûr, tout ce qui est entre les deux, il est comment? Indéfini, un état indéfini. Regardez s'il vous plaît pour la sortie. On l'appelle quoi? VOH, ça veut dire quoi? Voltage Output High. Ou bien c'est quoi la plage de tension qui sera considérée en sortie comme étant quoi? Comme 1. Et bien sûr VOL, c'est quoi l'état de la tension qui sera considéré en sortie comme le 1. À votre avis, pourquoi le VOH min, il est... Ou bien pourquoi la plage, cette plage, elle est petite par rapport à cette plage? Pour quelle raison à votre avis? Il n'y a pas de résistance. Pas de consommation. Qui a fait ça? C'est nous. C'est nous qui a défini ça. C'est nous qui a dit, qui a programmé les transistors ou bien les portes logiques de cette manière. Pourquoi, à votre avis, on les a programmés comme suit? Programmés, non pas logiques. Regardez, prenons 2 portes logiques. Prenons par exemple ça. D'accord? Prenons par exemple ça. Ce point-là, il sera l'entrée ou bien la sortie de porte? Ça, c'est quelle porte? 1. Et là, c'est le OR. Ce point-là, ça sera quoi? La sortie de porte 1. Et ce point-là, ça sera quoi? Le même point, ça sera l'entrée du point. Très bien. Si par exemple le 1 fait sortir, et essayons de donner des valeurs ici. Ce n'est pas logique à des valeurs que je vais donner. On va voir les valeurs réelles. Et je vais dire ici c'est 0. Et là peut-être 1. Et là c'est 4. Et là c'est 5. Donc suivez. Si par exemple le 1 fait sortir peut-être 3,5. D'accord? Pour le OR, ça sera considéré comme quoi? Non, généralement il n'y a pas de 3,5, je m'excuse. Quelles sont les plages de? Ça c'est sortie ou bien entrée? Ça c'est output, n'est-ce pas? Et là c'est input. Alors output, et là c'est input. Supposons que celle-là a fait sortir peut-être 4,5. 4,5, elle est là. Elle peut le faire sortir. Pour le input, ça sera 4,5. Elle sera toujours dans la plage. C'est comme si la première a sorti le 1, la deuxième a lu quoi? Le 1. Imaginons, les choses ils sont inversées. Ça veut dire que là, ça sera le VOH et là, ça sera le VIH. C'est clair? Soyez bien. La diode, ou bien plutôt la porte logique 1, quels sont les... Pour faire sortir le 1, elle peut le faire sortir n'importe où entre 3 et 5. Peut-être elle va faire sortir, regardez, peut-être elle va faire sortir 3 volts. Le 3 volts, elle est où le 3 volts? Elle est là. Si celle-là, elle est en input, le 3 volts ne rencontre quoi? L'état indéfini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours,
il faut quoi? Il faut que l'entrée supporte plus que la sortie. Le output, ou bien le input, sera plus supérieur que le output. Pour que, si je fais cette association, c'est clair? Si je fais cette association, tout ce qui va sortir ici doit être incubé ici. Sinon, il va y avoir des états indéfinis. C'est pour cette raison que toujours le output, il sera un peu inférieur au input. C'est clair? Très bien. C'est ça la raison pour laquelle on a fait ça. On ne peut pas faire les deux d'une manière égale, oui. Comment? C'est une très bonne question. Pourquoi ne pas mettre les mêmes valeurs? Parce que n'oubliez pas, on est dans un monde plein de bruit. C'est clair? Et un bruit, ça veut dire que toi, tu as la sensation que tu as fait sortir le 3, mais avec le bruit, celle-là, elle peut chuter un peu. Elle peut chuter, elle peut monter. Ce qui fait qu'il doit y avoir une plage de tolérance. C'est clair? Peut-être, regarde. Tu as fait sortir ça, n'est-ce pas? À un moment donné, avec le bruit, elle peut chuter comme elle peut monter. C'est clair? Ce qui fait là, tu dois avoir une plage de référence. On va discuter. J'aimerais discuter ça aujourd'hui parce que ça cause beaucoup de problèmes. Alors, prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. Essayons de faire un autre exemple. Regarde. Prenons la même porte logique. Là, on est sur la technologie, d'accord? Sur la technologie. Ce point, on a dit, ça sera le output. Ce point, ça sera quoi? Input. Soyez bien. Le output, si je dis que là, c'est le 0, là, c'est on a dit quoi? 2, 3, et là, c'est le 5. Et là, on a dit c'est le 0, 1, 4, 5. C'est clair? Alors, le output, il doit être quoi? N'importe quelle chose entre. Si vous voulez faire sortir le 1, peut-être, lui, il veut envoyer 1. Le 1, ça sera n'importe quelle chose entre quoi et quoi? Entre 4 volts à 5 volts. C'est clair? Et lui, pour qu'il lit 1, si quelque chose entre 4 volts à 5 volts vient, parce que lui, il peut supporter de quoi? De 3 volts à 5 volts. Vous voyez? Tout ce qui est entre 3 volts et 5 volts, il va être interprété comme 1. Maintenant, c'est quoi le problème? Si les deux avaient la même valeur, 4 volts à 5 volts, ça c'était le out. Et le in, 4 volts à 5 volts. Alors, je suis sûr que la première, elle va délivrer, pour envoyer le courant, ou la tension, elle sera n'importe où, entre 4 et 5. Si elle a un problème donné, à un moment donné, elle a envoyé 4. À cause du bruit, à cause des chutes de tension, parce que le fil ici, c'est quoi? C'est une résistance. Une résistance, qu'est-ce qu'elle crée? Une chute de tension. Ce qui fait là, c'est 4, l'extrême mine. Elle va chuter. Ça va devenir quoi? 3,9 volts. 3,9 pour lui, c'est pas dans la plage. C'est un état indéterminé. Lui, il envoie le 1 à cause de la chute de tension à chuter. Et pour lui, maintenant, ce qui est arrivé, c'est 3,8, 3,9. Elle tombe où? Dans l'état indéfini. C'est pour cette raison qu'on doit laisser un peu de sécurité. Vous voyez? C'est quoi cette sécurité? C'est ça. Que même si lui, il fait sortir le 4, à cause de la chute de tension, elle devient par exemple 3,5 volts, toujours elle sera dans la plage. Toujours elle sera considérée comme le 1. C'est clair l'idée ici? La différence, on l'appelle aussi, c'est la tolérance au bruit. Notez ça s'il vous plaît. Cette différence et cette différence, on l'appelle la tolérance ou bien l'immunité au bruit. C'est clair? La tolérance au bruit. Parce que toujours il y a des bruits, des chutes et ainsi de suite. C'est clair ici l'idée? Bien. En avant s'il vous plaît.
Alors là, voilà, elle est là. Elle est dans ce diapo. La marge de bruit sont calculées par. Alors, lorsqu'on veut connecter des circuits logiques, on doit respecter les compatibilités des niveaux logiques. Toujours le circuit 1 qui va alimenter le circuit 2, le circuit 1 sera considéré comme le output. Ce qui fait pour lui, je dois calculer le VOH et le VOL. Le circuit 2, puisque c'est lui qui va recevoir le signal, il va le recevoir en input. Pour lui, je dois calculer quoi? Le VIH et le VIL. Et pour que les choses soient compatibles, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut que le V, soyez bien, il faut que le VIH min, ça c'est le VIH max, ça c'est le VIH min, oui ou non? Par rapport au VOH min, elle sera combien? Comment? Elle sera supérieure. C'est clair? Ce qui fait supérieur à plutôt à V quoi? À VOH min. Non, je m'excuse. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Non. Voilà, on va faire le VOH min doit être comment ici? Le VOH min doit être comment? Parce que là, c'est une tension. Si ça, c'est 5 volts. Là, c'est 2 volts, 3 volts, on a dit. Ça, c'est 3 volts. Ça, c'est 5 volts. On peut dire là, c'est... là, on a dit 4. Peut-être on va faire 3. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le VOH min et doit être comment? Supérieur à VIH min. Pour que quoi? Pour que le VOH min moins le VIH min soit supérieur à quoi? Et c'est ça la compatibilité. C'est clair, s'il vous plaît? Et de la même façon, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le VOL max, comment? Le VOL max doit être comment, s'il vous plaît? Inférieur ou bien supérieur? Regardez bien. Elle doit être inférieure. Avec quoi? VIL max. Dans ce cas, qu'est-ce que vous aurez? Cette équation. C'est clair, s'il vous plaît? Si, pour vérifier la compatibilité, il faut vérifier combien de conditions? 2 conditions. Une condition en high et une condition en low. Si une des conditions n'est pas correcte, qu'est-ce qu'on va dire? Si l'une des conditions n'est pas vérifiée, on va dire c'est non compatible. Ça veut dire ce circuit, il est non compatible avec ce circuit. Tu ne peux pas faire l'association des choses. Juste si une condition n'est pas satisfaite. Très bien. Et gardez s'il vous plaît ces valeurs. Toujours, il faut que le VOL max est inférieur à VIL max. Et il faut aussi que le VOH min supérieur à VIH min. C'est bon? Prenez ça s'il vous plaît. Maintenant, c'est quoi la marge de bruit tolérée? C'est quoi la marge de bruit? C'est cette différence. La marge de bruit, regardez, c'est cette petite différence. C'est ça la marge de bruit, c'est cette petite différence. C'est quoi cette marge de bruit? La marge de bruit à l'état haut, c'est quoi? C'est le VOH min moins le VIH min. C'est correct. Ça, c'est le VOH min. Et là, c'est le VIH min. C'est cette plage. Et la marge de bruit tolérée pour l'état low, c'est quoi? C'est la max, le VIL max, moins le VOL max. C'est cette plage. Ils ne doivent pas être égaux. C'est clair? Sinon, la marge de bruit sera comment? Elle sera nulle. C'est comme s'il n'y a pas de tolérance au bruit. Une marge de bruit nulle, ça veut dire que les deux ne tolèrent pas de bruit. Ça veut dire le minimum de bruit et on entre dans la non-compatibilité. Ça, c'est une chose importante parce qu'on va vous demander dans les exercices de vérifier la compatibilité des circuits
et aussi de calculer la marge de bruit des différents composants. Et toujours, le output, il est petit à l'input. C'est l'input qui doit être plus grand que le output. C'est bon? Une autre chose, on va parler aussi de temps de montée, temps de descente, temps de propagation. Et prenons s'il vous plaît le cas de la porte logique NOT. Et suivez bien. Normalement, dans les cours, qu'est-ce que vous faites? NOT, si c'est 1, ça devient 0. Si c'est 0, ça devient 1. Si ça, c'est le X, et là, c'est le Y. Essayons de placer les deux. On va dire ça, c'est le temps, ça, c'est le temps. Là, vous avez votre X, et là, vous avez votre Y. Si ça, c'est comme ça. L'autre, elle sera l'opposé. Mais s'il vous plaît, vous faites ça sans prendre en considération le temps de propagation, ni le retard, ni rien du tout. À votre deuxième année, on doit prendre tout cela, il doit être pris en considération. Ça veut dire réellement, regardez, là c'était 0, 1, 0, soyez bien s'il vous plaît, je ferai ici le pointeur, regardez, 0, 1, 0, ça devient comment à la sortie? 1, 0, 1, c'est inversé. Mais est-ce que c'est instantanément? Non, il va y avoir de la latence. Essayons d'expliquer cette latence. On parle de quoi? On parle d'un TR, soyez bien. On parle de quoi? Un TF. On parle de quoi aussi? Un TPLH. On parle d'un TPHL. On parle d'un THL et on parle d'un TLH. C'est clair? Il faut rappeler ces différentes choses. Et aussi, on parle de quoi? D'un TPD. J'explique. Le TR, regardez, R et F. R, c'est rise. F, c'est fall. Ce qui fait, c'est le temps de rise, ou bien rise time. Et F, et TF, ça sera fall time. Ça sera quoi à votre avis? Non, mais ça signifie quoi? Fall time. Ça veut dire, c'est quoi le temps fallu pour descendre? Et le TR, ça va être, c'est quoi le temps nécessaire pour monter? Regardez bien. Le TR, c'est quoi? C'est quoi le temps nécessaire pour monter de combien? De 10% à 90%. C'est clair, s'il vous plaît? Essayez de la noter. Parce que d'un point de vue comme ça sera un peu compliqué de le déterminer. Je vais vous envoyer le cours, mais notez ça. Le TR, tout simplement, c'est quoi? Rise time. Ça veut dire c'est le temps nécessaire pour monter de combien? De 10% de la valeur jusqu'au 90% de la valeur. La valeur de quoi? C'est la valeur de la tension. C'est clair? Si le VOL, ça va être une tension, peut-être 0,5. C'est clair? Et le VOH, c'est quoi? On a dit c'est n'importe quelle chose entre le VOH 1000 et le VCC. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être 4,5 volts. C'est clair? Le 10% de ça, jusqu'au 90% de ça, on l'appelle le rising time. C'est en anglais. Ce qui fait le TF, ça sera l'opposé. C'est quoi le temps nécessaire pour descendre de combien? 90% de la valeur jusqu'au 10% de la valeur. C'est clair ici? Comment? Oui. D'accord? De 90% jusqu'au 10%. C'est clair, s'il vous plaît? Notez ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Comment? Oui? Ben, dans ce schéma. Oui, mais dans d'autres schémas, c'est rien. C'est clair? Peut-être le montée, il est plus rapide que la descente. Mais tout cela, vous allez le trouver où? Où est-ce que vous allez trouver ces informations? Dans le document constructeur. Vous allez acheter des portes logiques. Avec les portes logiques, on vous donne tout un catalogue, peut-être de 10 pages. Il contient tous ces détails.
Et on va voir comment calculer la compatibilité aussi avec ces états. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait ça, on a fait ça. Non, كيف les deux. كيف les deux. C'est clair? Et c'est juste pour ne pas encombrer le schéma. On a fait ça dans le input et dans le output. D'accord? Bien. Alors, suivez bien. Le TPLH, c'est quoi? C'est le temps de propagation low to high. Le temps de propagation de l'état bas à l'état haut. C'est clair? C'est quoi le temps de propagation? Ça veut dire c'est le temps nécessaire pour que l'information de l'entrée arrive à la sortie. Alors, suivez bien comment on le calcule. Ça commence de quoi? Regardez par exemple la porte logique, ou bien c'est le changement d'état. Quand est-ce que ce changement d'état doit être ressenti à la sortie? C'est ça le temps de propagation, low to high ou bien high to low et ainsi de suite. Regardez, ça se calcule à partir de quoi? Normalement, l'état a changé de quoi? De moins à, de 0 à 1. Mais pour celle-là, elle a attendu un moment pour que celle-là change de 1 à 0, parce que c'est une porte logique NOT. Comment on le calcule? Regardez. À partir de 50% du changement de la première jusqu'au 50% du changement à l'extérieur. Parce que là, c'est quoi? C'est l'entrée. Alors, je vais vous expliquer. Et ça, c'est quoi? C'est la sortie. Où est le 50% ici? C'est ça. Où est le 50% ici? C'est ça. Mesurez entre ça et ça, qu'est-ce que vous aurez? Ah, il y a le TPHL. Vous le voyez. Entre quoi? 50% de la première au 50% de la deuxième. Ça veut dire un changement dans l'entrée a nécessité combien de temps pour qu'il soit perçu à la sortie? Pourquoi on l'appelait high to low? Pour que la sortie change de high to low. Et ça sera quoi low to high? C'est le contraire. Où est le low to high? Un changement à l'entrée à 50%, il a nécessité combien de temps pour donner un changement à la sortie? Mais un changement à la sortie de combien? De low to high. De l'état bas à l'état haut. On l'appelle quoi? Le TPLH. C'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Alors maintenant, on va l'expliquer. TPT, c'est quoi? La question que tu as soulevée tout à l'heure, c'était est-ce que le TR, elle est dans les deux? Oui, elle est dans les deux. Mais dans l'entrée, on l'appelle comment? Rise and fall. Dans la sortie, comment on l'appelle? High to low and low to high. Il faut faire la différence. Parce que l'entrée, elle a été commise par qui? Par un autre signal qui ne dépend pas du composant. Pour donner la différence. Ce n'est pas la même chose, mais ça veut dire la même chose. C'est clair? Le TR, il a été causé par qui? Par le signal. Parce que qui va attaquer la porte NAND? Ce n'est pas le NAND. C'est quelque chose, que ce soit l'utilisateur, que ce soit une autre porte logique. Mais qui va être créé ou bien causé par la porte logique qu'on étudie, c'est le TR, c'est sa sortie. Comment elle a changé, combien de temps elle a fait. Ce qui fait, on peut noter que le TR et le TH, c'est lorsque vous avez quoi? Le input. Son équivalent en output, ça sera quoi? Le TH, le rise, c'est plutôt, rise, c'est low to high. Le TLH et le THL, c'est dans le... C'est clair, c'est quoi la différence? C'est la même chose. Ça se calcule entre quoi et quoi? Entre 90% jusqu'au 10%. Et là, c'est de 10% jusqu'au 90%. Mais c'est cette partie qui est causée par la porte logique. Cette partie, c'est causée de l'extérieur. Parce qu'une porte logique, par exemple, note, qui donne ce signal? Qui le donne? C'est moi. Et la sortie, qui donne ce signal de sortie? C'est la porte logique. Ce qui fait rising time, c'est moi. Time
High to low, c'est la porte logique. Maintenant, c'est quoi le TPD? Le temps de propagation. C'est clair? Ce sont le temps de propagation. Alors, un circuit logique est caractérisé par un retard de propagation. C'est la moyenne des temps de propagation TPHL, TPLH sur 2. Ça vous donne le temps de propagation ou bien le retard de propagation de cette porte logique. Ça se calcule comme ça. C'est clair? Très bien. Ce que j'ai fait maintenant, il est vrai pour toutes les technologies. Maintenant, on va étudier la première technologie qui est le TTL. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi la technologie TTL? C'est transistor logic. C'est une technologie, comment les avantages? C'est extrêmement rapide. En revanche, elle consomme énormément d'énergie. Elle est basée sur quoi? Les transistors bipolaires, bien bipolar junction transistor. On l'appelle aussi, c'est la technologie bipolaire. C'est clair? Voilà. Les avantages rapides, les inconvénients, elles consomment de l'énergie. Suivez bien, s'il vous plaît. Les variantes qu'on trouve dans ces technologies sont les suivantes. Parce que lorsque vous allez acheter quelque chose, une technologie comme ça, ou bien lorsqu'on vous donne un circuit numérique, uniquement en voyant sa série, vous devez connaître c'est quelle technologie et c'est quelle gamme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le L, le S, le F et le A. Où est-ce qu'on retrouve ça? Le L, ça signifie quoi? Puisqu'elle consomme beaucoup d'énergie, on a fait une technologie ou bien une gamme qui est low power. Le S, ça signifie Schottky. Vous vous rappelez, les diodes qu'on a fait, on a dit qu'il y a des diodes Schottky qui sont très rapides, ultra rapides. Il y a le fast et il y a quoi aussi? Le advanced. Chacune pour une application bien spécifique. C'est clair? Le Schottky, il est beaucoup plus rapide que le fast. Très bien. On ne va pas parler de ce qu'il y a à l'intérieur, regardez, parce que il est fait de quoi généralement? Ce sont des résistances et des transistors. D'accord? Alors, essayons de voir, s'il vous plaît, un exemple. Là, ce sont des portes logiques ou bien des circuits numériques faits de technologie. Quelle technologie, s'il vous plaît, ça? C'est TTL. Comment je peux savoir que c'est TTL? Regardez bien. Tout ce qui commence par quoi? Par le 74, ça signifie que c'est une technologie. 74, XX. Et vous avez d'autres choses. Parce que vous allez voir que le CMOS, c'est aussi le 74. On fera la différence. 74, c'est à usage général, par tout le monde. 54, c'est à usage militaire. C'est clair? Tout ce qui commence par le 54, généralement, vous n'allez pas pouvoir acheter ça. Le 54, c'est à usage militaire, uniquement destiné au domaine militaire. Pourquoi? Parce qu'il sera très robuste, et il va résister à la température, il va résister à la poussière, à la vibration, à beaucoup de choses. C'est clair? Et il n'est pas accessible à tout le monde. Alors, essayons de voir si vous. Il existe 7 familles de TTL. Toutes les familles, qu'est-ce qu'ils ont? Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez? Le 74. Si vous voyez le 54, c'est militaire. Si vous trouvez quelque chose, il faut connaître déjà de quoi s'agit-il. Bien. Il y a 3 bases de transistors bipolaires classiques. Soit je trouve la famille 74XX, ça veut dire poursuivi par 2 chiffres. Soit le 74LXX. Le L, ça signifie quoi? Le L signifie quoi, s'il vous plaît? L signifie low power. Regardez, le L, c'est low power. S, c'est Schottky. F, c'est fast. A, c'est advanced. Très bien. Ou bien vous allez avoir le 74F. Soit vous allez avoir le 74S. Le 74LS, ça veut dire quoi? Low power et Schottky. Le 74AS, advanced Schottky, et
Le 74 ALS, ça sera Advanced, Low Power et Schottky. C'est clair? Alors, ici, on de voir celle-là. Elle est faite en Portugal. Tout cela, c'est en Portugal. Ça, c'est quoi? C'est le 74S 00N. Ça veut dire poursuivi par 2X. Elle est à base de Schottky. Celle-là. 74S 139. C'est TTL Schottky. Ça, c'est 74S Schottky. 74 suivi avec quoi? Deux chiffres, ça veut dire 2X. 74 LS00. Et là, c'est 74 LS00N aussi. C'est clair la différence? Comme ça, d'un point de vue, je peux connaître les détails des choses à partir de la série. Maintenant, comme n'importe quelle technologie, c'est ce qui existe. La tension d'alimentation de DTL, c'est quoi? C'est toujours, ça veut dire le VCC, ça doit être toujours combien? 5 volts. Le GND, ça doit être toujours quoi? GND, ça veut dire quoi? C'est le ground. GND, c'est ground. VCC, je vais l'écrire. Voltage Common Collector. Alors, avec une tolérance de 5%, ça veut dire quoi une tolérance de 5%? Ça veut dire que si tu vas l'alimenter avec 5 volts, on autorise 5% que tu dépasses. C'est quoi 5% de 5? Ça veut dire que tu peux avoir 5 volts plus 5 sur 100, ou bien 5 volts moins 5 sur 100, plus 0,05 ou bien moins 0,05. Ça veut dire la tolérance, elle sera combien? 4,95 jusqu'au 5,05 de l'alimentation tolérée. C'est clair, c'est où? Et la gamme de température va être de 0 degré à 70 degrés. Dans la version militaire, le 54, la gamme elle est beaucoup plus grande, du moins jusqu'aux des grandes valeurs. L'inconvénient de cette technologie est sa faible immunité au bruit. Si je vous demande de calculer, s'il vous plaît, la tolérance au bruit, elle sera de combien? La tolérance au bruit ici, elle sera de combien? C'est quoi la tolérance au bruit? C'est entre cette plage et cette plage. C'est combien? Ce qui fait la tolérance au bruit en high, c'est 0,4 volts. Et la tolérance au bruit en low, c'est quoi? 0,4 volts. Ce qui fait la tolérance au bruit, c'est... Très bien. La tolérance avec N, S, c'est 0,4 volts pour le high et pour le... Mademoiselle, peu de silence. Rappelez bien, toujours pour cette technologie, le VOH min, c'est 2,4. Ça, ce sont des choses à mémoriser. C'est clair? Et le VIH min, c'est combien? C'est 2 volts. Le VOL max, c'est 0,4. Et le VIL max, c'est 0,8. Il faut rappeler juste une seule, et vous connaissez le bruit. C'est l'intervalle entre les deux. Toujours l'intervalle entre la première et la deuxième, ça sera 0,4 volts. C'est clair ici? À partir de là, ça veut dire, regardez, si j'utilise la technologie TTL, comme ça, et on dit que si c'est les deux, ils sont de technologie TTL. Et si celui-là veut envoyer le 1, pour que la première Inde envoie le 1, elle va l'envoyer sous quelle plage? Pour envoyer le 1, elle va envoyer une tension comprise entre quoi et quoi? De 2,4 jusqu'au 5 volts. Tout cela, il va être vu comme si la porte logique 1 a envoyé le 1. Maintenant, pour la porte OR, elle accepte quelle plage pour dire que ce que j'ai reçu, c'est le 1? C'est de 2 volts à 5 volts. Tout ce qui est entre 2 volts à 5 volts, pour elle sera considéré comme le 1. C'est bon? Et la même chose pour le 0. Alors, on constate que l'immunité du bruit est la même pour l'état haut que pour l'état bas. Cette immunité, c'est de
0,4 et vous comprenez maintenant c'est quoi. C'est bon, s'il vous plaît? Bien. Et alors, regardons, s'il vous plaît. Ça, c'était le TTL. Essayons de voir le CMOS. Cette technologie, elle est basée sur les transistors MOSFET, ou bien à effet de champ. Effet de champ. On ne l'a pas étudié, mais c'est aussi simple. L'avantage de ce type de technologie, c'est qu'ils consomment moins en termes d'énergie, mais elles sont limitées en termes de rapidité. Les lettres qui caractérisent le CMOS, ils sont le C, le H, le T et le A. Qu'est-ce qui est commun entre le TTL et le CMOS? C'est le A, parce que le TTL, quelles étaient les lettres? Il était le S, le L, le F et le A. Dans le CMOS, il y a le C, H, T et le A. Ce qui fait, c'est le A qui peut nous créer de problèmes. Mais il faut rappeler que le A, c'est rare, vous allez le trouver seul. Toujours accompagné avec une autre lettre. Ce qui fait, ça commence de quoi celle-là? 74. Mais la lettre suivante, c'est quoi? C'est le H. Et il n'y a pas le H dans le TTL. Automatiquement, c'est du CMOS. C'est clair? Celle-là, elle commence de quoi? 40, 17, 5. Ce qui fait, puisque ce n'est pas le TTL, ça sera, dans la plupart des cas, du CMOS. C'est clair, s'il vous plaît? Ça veut dire que si vous trouverez 74, il faut vérifier quoi? La lettre juste à côté. Elle va être soit le C, le H, le T, ou bien un mélange entre le A et le CTH. C'est bon? Très bien. Aussi, les circuits CMOS sont classés en 6 familles du point technologique. Les circuits de la série 4000 qui sont alimentés de 3 à 18, ça veut dire que ce n'est pas toujours le 5 volts. Il peut arriver jusqu'au 18 volts. C'est bon? Il y a le 4000B, le 4000UB. D'accord? Et il y a aussi la série 74C. Les 4 familles CMOS rapides, qu'est-ce qu'il y a? 74HC, HCT, AC. Regardez, toujours, il y a l'autre lettre. Il y a le ACT. Une fois que vous avez le C, le T ou bien le H, c'est le CMOS. Et bien sûr, chacune aura une tension, une rapidité, et ainsi de suite. La première, c'est de 2 à 6. L'autre, c'est de 5. Et les autres, on va les voir. Alors, regardez. Prenons, s'il vous plaît, les plages de tension. La tension d'alimentation de CMOS, regardez, elle varie de combien? De 3 volts jusqu'au... Alors, le TTL, c'était combien? Le VCC pour le TTL, c'était combien? 5. Avec une tolérance de combien? 5%. C'est clair? Ce qui fait avec le CMOS, on a un large spectre d'alimentation. D'accord? La température, elle peut supporter de combien? Moins 40 jusqu'au 85. Le TTL, c'était combien? Version civile, on peut dire. De 0 à 70. Version militaire, elle est beaucoup plus développée, d'accord? Le CMOS, il a une bonne immunité de bruit. Qui peut m'expliquer ça? Pourquoi on dit que le CMOS a une bonne immunité au bruit? Parce que la plage qui va varier ça et ça, elle est plus grande. C'est égal à combien? 0,95 volts. Plutôt 0,95 volts. Alors le TTL, c'était combien? 0,4 volts. C'est pour cette raison qu'on dit que le CMOS, il a une bonne immunité au bruit par rapport au TTL. D'accord? Alors, essayons de l'écrire comme ça, vous pouvez le garder. Alors, l'immunité au bruit, pour le TTL, c'était 0,4 volts. Pour la technologie CMOS, c'était 0,95 volts. C'est bon.
Si on prend par exemple un circuit CMOS qui sera alimenté de 0 à 5, mais on a dit qu'elle peut être 5 comme elle peut être jusqu'au 18. Et si elle est jusqu'au 18, les valeurs, bien sûr, vont changer certainement. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que pour que celui-là fait sortir le 1, il va faire sortir une tension de combien? De 4,95 jusqu'au 5. C'est très limité comme intervalle. Et pour dire que ça, c'est une tension, c'est un niveau logique 1, c'est n'importe quelle tension entre 4 et 5. De même, ça veut dire que si vous avez maintenant une porte logique INT qui va alimenter une porte logique OR, si elle envoie 0, ce 0, elle sera quoi? Une tension de combien? De 0 volts jusqu'au 0,05 volts. C'est clair? Et elle, pour qu'elle dise que ce que je vais recevoir, c'est le 0, il doit être entre 0 et 1. C'est clair? Alors que pour la technologie TTL, pour dire le 0 c'est quoi si vous vous rappelez bien? Entre 0 jusqu'au... On vient de le faire. Jusqu'au combien? C'est pas 2,4, non. C'était combien la technologie? C'est 0,4, regardez bien. De 0 jusqu'au 0,4. C'est bon? Ce qui fait pour envoyer 0, il va envoyer n'importe quelle chose entre 0 et 0,4. Regardez la différence. Celle-là, c'est 0,05. Et là, c'est de 0 jusqu'au 0,4. Et pour que l'autre dise que ce que j'ai reçu, c'est 0, elle doit recevoir entre 0 et 0,8. Vous ajoutez l'immunité au bruit. D'accord? L'immunité au bruit de la première, c'est 0,4. De celle-là, l'immunité au bruit, c'est 0,75 pour la deuxième. On est d'accord ici, s'il vous plaît? Voilà. Un petit récapitulatif, s'il vous plaît, parce qu'on a terminé la première partie. J'aimerais pas introduire la deuxième, qui est les mémoires, jusqu'à la séance prochaine. Regardez bien. Fais un récapitulatif rapide. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la loi de Moore. C'est quoi la loi de Moore? Déjà, pourquoi la loi de Moore elle est importante? Parce que, physiquement parlant, pour monter en fréquence, il faut diminuer en taille. Toujours la dimension ou bien la taille, elle est inversement proportionnelle à la fréquence. Ce qui fait que les ingénieurs n'ont pas le choix. C'est quoi monter en fréquence? C'est le temps d'opération par seconde. Pour faire plus de temps d'opération par seconde, je dois faire une fréquence beaucoup plus grande. Et pour avoir une fréquence beaucoup plus grande, je dois avoir une dimension beaucoup plus faible. Et si j'ai une dimension beaucoup plus faible, les composants pour augmenter la mémoire, pour augmenter la taille des processeurs, doivent être comment? Beaucoup plus minuscules. On a actuellement la technologie de ça. Et l'ingénieur qui a déterminé ça, c'était Moore, qui a dit que les transistors, les composants que tu peux intégrer sur une petite puce, ça double chaque 18 mois. Qu'est-ce qu'on a dit? À un moment donné, on va être saturé. Là, on doit faire recours à quel type de technologie? Actuellement, ce sont la mécanique quantique, ou bien biologique, ou bien peut-être une autre technologie, à part le TTL et le CMOS, parce qu'ils seront démodés. C'est bon. Avec les technologies TTL, CMOS, BCMOS et ainsi de suite, on crée quoi? Les circuits numériques. Ces circuits numériques, ça se décompose en combien de familles?
Trois grandes familles. Des circuits numériques à destination ou bien à cible hardware, software et les deux. C'est quoi le hardware? Ce sont des circuits spécifiques. Est-ce qu'un transistor peut jouer un autre rôle? Non, un transistor, c'est un transistor. Un redresseur, c'est un redresseur. Un onduleur, c'est un onduleur. Il ne peut pas être autre chose. On est d'accord? Ça, c'est hardware. Et c'est rapide. Est-ce qu'un microcontrôleur peut donner un autre fonctionnement? Oui. Pourquoi? Il suffit de changer quoi? Le code avec lequel on programme. Il peut clignoter une LED, laisser la LED allumée, laisser la LED éteinte, ajouter d'autres LED, éteindre d'autres LED. Ce qui fait, c'est très flexible. Le fait qu'il est très flexible, si j'ai une idée en tête et je veux que je la vende rapidement, on l'appelle faible temps de développement, ça veut dire c'est le time to market, je peux faire des cibles qui sont des cibles software. Et parmi les cibles software, qu'est-ce qu'on retrouve? Microprocesseurs, microcontrôleurs, les DSP et la liste continue. La solution pour ça, il y a un mélange entre les deux. On l'appelle, c'est le software plus le hardware. C'est un hardware à la fin, mais pour qu'il devienne hardware, tu peux le programmer. C'est clair? Ce sont des circuits. On les programme par code, mais à la fin, je ne réalise pas un programme, mais je réalise un circuit réel, physique. Et la plus fameuse entre ces architectures, c'est le FPGA. C'est clair? On a parlé maintenant des circuits numériques. Ces circuits numériques ne vont pas être vendus nus, mais ils seront couverts pour la protection, parce que c'est très sensible. Quels sont les boîtiers des circuits numériques? Il y en a plusieurs, qu'on les a déjà vus tout à l'heure. Et ça dépend de leur destination que l'intégration, bien sûr, diffère. On parle de plusieurs types. Les deux, que ce soit CMOS, TTL ou bien les autres technologies, ils doivent respecter quoi? Le GND, le VCC. Et c'est quoi la plage de tension en input qui va être considérée en 1? Et c'est quoi la plage de tension en input qui va être considérée en 0? Et pour les outputs, ça doit être inférieur pour qu'il doit être une immunité au bruit. Tant qu'il est inférieur, tant qu'il est immunité, on peut dire il peut tolérer le bruit. Ça, c'est le 1, là, c'est le 0. C'est bon. Et on a parlé de quoi? La compatibilité, c'est quoi? C'est cette règle en état high. Et la compatibilité, c'est cette règle en état low. Pour dire, ou bien pour associer un port logique à un autre port logique, tu ne peux pas faire ça sans vérifier la compatibilité. Est-ce que ces valeurs de output entrent dans les valeurs de input? Si j'ai cette porte logique, est-ce que les valeurs de ça tombent dans les valeurs de ça? Parce que c'est ça sera l'output, l'autre sera le input. Si c'est le cas, si les deux conditions sont vraies, c'est compatible. Si une condition n'est pas vérifiée, on change de circuit. Il faut trouver un autre. Bien sûr, même si vous faites la compatibilité, vous n'êtes pas sûr que le temps il sera rapide. C'est pour cette raison on a parlé de plusieurs types de temps. Le TR qui est équivalent à quoi? TLH. Le TR, on le fait en input. Le TLH, on le fait en quoi? En output. Il y a quoi aussi? Le temps de propagation high to low, low to high, qui nous permet de calculer le temps moyen de propagation. C'est la latence en termes de temps. Ça, c'est commun pour les deux technologies. C'est clair? Et maintenant, les deux technologies, chacune a quoi? Des spécificités, des avantages et des inconvénients. C'est clair? Revenons ici. Si ça c'était CMOS, ça sera 0 volt. Ça sera combien celle-là? 1 volt. Ça sera combien celle-là? 4 volts. Ça sera combien celle-là? C'est 5 volts. Ça sera 0 volts. Celle-là, ça sera combien? 0,05. Celle-là, ça sera 4,95. Et là, c'est 5. C'est clair?
Si c'est la technologie TTL, toujours ça, c'est le 0 volt. Ça sera quoi? 0,8. Ça sera quoi? Ça sera? Non? Vérifiez. Non, c'est pas 4,6. Regarde. C'est le 2. Ça sera ici le 2. Et là, ça sera le 5 volts. Mais là, ça sera le 0,4. Là, ça sera ici le 0 volt. Ça sera 0,4 volts. Ça sera quoi? Le 2,4 volts. Et là, ça sera le 5. Ça, c'est pour la technologie TTL. L'immunité au bruit dans le TTL, c'est 0,4. L'immunité au bruit dans le CMOS, 0,95. C'est clair? Et c'est ce que vous devez rappeler si vous. Pour ces deux technologies, c'est largement suffisant pour répondre aux différents exercices dans les TD et dans les examens. Alors sur ça, on termine. La prochaine séance, on verra les mémoires. Et bon courage.